Le monde célèbre le 25 mai de chaque année la journée mondiale de l'Afrique, autrement dit, journée internationale de l'Afrique. Nous sommes 25 mai 2023, ça fait donc 60 ans depuis que l'Afrique danse déjà au rythme de cette journée mondiale chaque 25 mai. Qu'est-ce que cela signifie donc? Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin d'une journée dédiée à elle? Est-ce que cette journée a de l'impact sur la vie ou le vécu de l'Afrique ou des Africains? Ce sont des questions que se posent les Africains en général au quotidien. Et pour y répondre, nous avions eu besoin d'un expert, d'un intellectuel congolais, un écrivain, un chef de plusieurs ouvrages qui a écrit, qui a réfléchi sur l'Afrique, son passé, son présent, son avenir, les enjeux de l'heure. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau aujourd'hui pour parler de la signification réelle de la Journée mondiale de l'Afrique. Il s'agit donc de Koko Bayuwa Divwezolo. C'est avec lui que nous sommes ici, ensemble avec vous, mesdames, messieurs. Nous allons recevoir notre invité. Bonjour et bienvenue à vous, Koko Bayuwa. Merci, Koko, journaliste Bonacam. C'est pour la première fois d'être dans notre espace. Je pense que vous êtes déjà les bienvenus. Merci beaucoup. Très bien. Nous parlons de l'Afrique. Vous êtes un africaniste. Exactement. Qu'est-ce que, premièrement, ceux qui nous suivent peuvent savoir de vous au-delà de la simple présentation que je fais de vous, africaniste, écrivain? Je suis Bayuwa Divwezolo, Baimzol. Je suis écrivain, auteur de plus de 5 ouvrages littéraires. Je suis conférencier et étudiant en droit. Vous écrivez des ouvrages, ce sont des romans, des essais, c'est quel genre? Mon premier livre était un roman intitulé Sur le chemin de la vengeance, et j'ai écrit un autre roman dans la peau d'un grand à l'époque où je devais illustrer le parcours électoral parce que j'avais postulé en tant que président à l'époque à l'école. J'avais tenu bon de pouvoir illustrer tout ce moment-là et j'avais écrit un livre dans la peau d'un grand. J'ai écrit aussi un carnet de poèmes, mais il y a un livre que je suis en train d'écrire très important qui s'intitule Les origines bantoues des langues occidentales, qui est en gestation et qui cette année même paraîtra. Alors, nous allons en parler donc au cours de cette émission, mais quelles sont les thématiques qui vous intéressent quand vous écrivez? Bon, à l'époque, il y a les professeurs qui disaient que c'était des œuvres de jeunesse, comme par exemple les poèmes, écrire ce que j'expérimentais dans la vie. Mais aujourd'hui, la thématique principale qui m'intéresse, c'est plus lié à l'Afrique. C'est plus lié à ce qui concerne la culture africaine. Très bien. Les événements coloniaux et le paradigme africain qui doit être restauré. La restauration de l'histoire africaine. Ce sont les thématiques qui m'intéressent lorsque je rédige mes ouvrages. Si vous voulez cacher l'intelligence ou le savoir à un Africain, il faut le mettre dans un ouvrage. Ça, c'est vrai. Les Occidentaux en ont parlé plusieurs fois. Nous-mêmes aussi, Africains, le répétons. Entre-temps, nous continuons à écrire à l'intention, à l'attention de ces mêmes Africains. On n'a pas peur de ne pas être lu ni compris. Il y a une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la programmation. Ça veut dire quoi? Pour qu'une personne puisse assimiler certaines choses ou un certain nombre de choses, faire des choses dans la vie, il faut que dès les bas âges, qu'une personne ait eu ou consacré du temps pour lui apprendre cela. C'est-à-dire, en psychologie, de 0 à 7 ans, c'est un parcours au cours duquel il faut apprendre à l'enfant de comprendre, de l'assimiler le monde. Et toutes les informations que l'enfant aura réceptionnées au cours de cet âge, l'enfant ne fera que reproduire ça au cours de toute sa vie. C'est pourquoi cette période est si importante. Alors, si au cours de cette période, on n'a pas appris à une personne de pouvoir, par exemple, lire, de mettre une certaine attention poussée sur ce qu'on appelle la lecture, sur les informations qui sont contenues dans les ouvrages, alors je ne pense pas que cette personne aura l'amabilité de pouvoir lire quand il sera grand. C'est là que se trouve le problème en Afrique. Bien. Les Africains n'ont pas été programmés à la lecture. C'est tout simplement ça. Et s'il y a des jeunes qui aujourd'hui lisent et écrivent, c'est parce qu'ils ont connu une programmation qui est afférente à ces modes d'écriture. C'est un petit peu ça. Bayuwa Divwezolo, vous paraissez très jeune, mais on vous appelle Koko, qui veut dire vieux ou ancêtre.
C'est quoi la raison? En fait, tout est dans la langue même. Voilà ce que j'appelle le code linguistique dans mon ouvrage. Lorsqu'on dit Coco, Coco en lingala veut dire petit-fils et grand-père en même temps. Mais pourquoi est-ce que, vous ne vous êtes certainement jamais posé cette question, pourquoi est-ce que Coco veut dire petit-fils et en même temps grand-père? Cette expression cache ce qu'on appelle la réincarnation. Dans cette expression, on a caché une information subtile, c'est la réincarnation. C'est que le grand-père appelle son petit-fils Coco parce qu'il est conscient, selon la culture africaine, que ce petit-fils qui nous est né est un ancêtre réincarné. Vous voyez donc, il est un ancêtre, il a vécu avant moi, puisque ce n'est pas sa première fois qu'il puisse vivre sur Terre. Il vient du monde des ancêtres, il vient de s'incarner à nouveau dans cette dimension. C'est pourquoi on l'appelle Coco. Ça veut dire qu'il est un ancêtre aussi. Il est même mon ancêtre, dont les petits-fils, et Coco pour son grand-père, et vice-versa. C'est un petit peu ça la pertinence de cette expression Coco pour le grand-père et pour les petits-fils. Sincèrement, il faut de la passion à la science, à la lecture, à la réflexion pour comprendre ces choses et en faire siennes. Vous êtes africaniste, ça c'est vrai, vous l'avez dit dans la présentation. C'est quoi être un africaniste? C'est quoi l'intérêt? Vous savez, pendant longtemps, l'Afrique a été aliénée au moyen de l'esclavage, de la colonisation, de la traite négrière. Et aujourd'hui, vous allez constater que les Africains se sont perdus. L'Africain s'est perdu au cours des années, il ne sait plus qui il est et il commence à s'assimiler aux Blancs. C'est même pourquoi il y a un livre qui a été rédigé, Masque, peau noire, mais masque blanc. Alors, la pertinence de cette thématique se cache au niveau de l'identité même. Nous devons connaître qui nous sommes. Si nous voulons connaître qui nous sommes, alors nous devons rentrer dans l'histoire, nous devons connaître tout ce que les ancêtres ont fait, nous devons nous intéresser à notre histoire, à notre vécu, à notre passé. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui un africaniste, une personne qui quitte le paradigme dans lequel il a été incarné de l'aliénation, de pouvoir voir le monde dans un œil européocentrique, mais de rentrer dans sa vision originelle, dans le paradigme africain. Vous voyez un peu. Et c'est cet amour-là, cette appartenance qui fait de nous un panafricaniste ou un africaniste, une personne qui s'identifie en tant qu'Africain. Parce que Kwame Nkrumah disait quelque chose de très pertinent. Nous ne sommes pas Africains parce que nous sommes nés en Afrique. Nous sommes Africains parce que l'Afrique est née en nous. Donc, c'est-à-dire, pour aimer l'Afrique, pour avoir une certaine, pour s'identifier en tant qu'Africain, il ne faut pas seulement être né dans le continent africain, mais il faut que l'Afrique puisse naître en vous. C'est-à-dire, il faut que l'amour de l'Afrique puisse naître en vous. Alors, il y a quelque chose de pathétique dans ce que vous dites. Aujourd'hui, toutes les nations africaines, je dirais même plusieurs nations du monde, cherchent sans arrêt ce qu'on appelle le développement. Et le développement chez nous s'assimile à ce qu'on appelle la modernité. Or, cette modernité, il y en a, ces peuples qui en sont de maîtres, qui en sont des modèles. On peut parler du peuple occidental, ou bref, du peuple européen. Alors, si aujourd'hui, vous voulez faire une rupture entre l'Afrique et le modèle européen, de vivre, d'aspirer, de solutionner les problèmes, de comprendre le monde, vous ne voyez pas que vous voulez refuser à l'Afrique la modernité et ou le développement, ou encore, vous voulez maintenir l'Afrique en retard par rapport à ces autres nations qui pourraient s'adapter beaucoup plus vite à la modernité. Merci pour cette question. La question est très pertinente. Pourquoi? Parce que on fait souvent une grande erreur de parler de modernité et de vouloir s'assimiler à l'homme occidental et à la science qu'il y a eu à développer pendant tout ce temps. L'erreur se trouve à quel niveau? C'est que la modernité ne veut pas dire l'occidentalisation. On veut aujourd'hui nous faire comprendre que ce qu'on appelle modernité, c'est devenir comme un occidental, comme l'homme occidental. Pourtant, c'est faux. On peut tout à fait être moderne sans s'occidentaliser. C'est ce que fait la Chine aujourd'hui. La Chine ne suit pas le paradigme de vie occidental, mais la Chine connaît la modernité. En fait, la modernité
c'est juste rendre nouveau ce que vous étiez en train de faire hier. C'est révolutionner. Vous voyez un peu. Et révolutionner les choses ne veut pas dire suivre ce que les Occidentaux ont fait. Parce que nous avons nos us et coutumes, nous avons notre manière de réfléchir, notre manière de penser, nous avions comment nos ancêtres concevaient le monde. Et tout cela, c'est sur ça que nous devons nous baser pour évoluer, pour créer, comment dire, un nouvel aspect très pertinent. Donc, nous devons nous baser sur les savoirs de nos ancêtres pour entrer vers la modernité, pour aller vers la modernité et non suivre ce que les Occidentaux suivent, comment dire, s'assimiler aux Occidentaux qui d'ailleurs n'ont rien apporté à l'humanité en termes de civilisation. Qu'est-ce que l'Afrique serait? Qu'est-ce que l'Afrique resterait sans l'Europe? Qu'est-ce que l'Afrique resterait sans l'Europe? Je pense que la question est mal posée. Il fallait même renverser la question. Qu'est-ce que l'Europe resterait sans l'Afrique? Nous avons nos conflits à nous, les conflits armés, etc. C'est l'Europe qui nous aide à avoir des armes à feu pour sécuriser nos territoires. Et nos chefs d'État, ils vont, soit les autorités du pays, ils vont toujours suivre les soins. En Europe, apparemment, là-bas, tout est bien fait pour mieux donner les soins médicaux aux hommes. L'Europe nous inspire, l'Europe nous a donné même le modèle de la gestion du pays, même la science, hein, le système éducatif, etc. Alors je vais dire, si on se sépare de la façon de voir le monde de l'Europe, qu'est-ce que nous restons? Votre question est tout à fait normale puisqu'elle est teintée de paradigme de vie ou de paradigme de conception de vie occidentale. C'est parce que vous êtes passé par le système éducatif occidental que vous avez posé cette question avec cette connotation plus précise. Quelqu'un qui a appris, qui connaît les vérités historiques relatives à l'Afrique et au monde, ne pourra pas poser cette question. Il dira plutôt, parce que je vais argumenter, l'Europe, si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est grâce à l'Afrique. Si nous devons rentrer derrière, un peu plus dans le passé, l'Europe a pour modèle civilisationnel la Grèce et Rome. Là, vous le savez, c'est incontestable. Alors, leurs ancêtres grecs et romains avouent avoir tiré tout leur savoir de l'Égypte antique nègre. Hérodote, l'historien, renseigne dans ses ouvrages que tous les savoirs que nous avons développés nous sont le don des Égyptiens anciens noirs, nos ancêtres. Même Pythagore l'a reconnu. Même Pythagore, on dit que, comment on appelle ça déjà, le théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore n'est pas de Pythagore, puisque ce théorème se retrouve en Égypte 2000 ans avant la naissance de Pythagore, sur le papyrus d'Érinde. Et ce papyrus d'Érinde a été rédigé par Iyamessou, le mathématicien égyptien Iyamessou. Et Iyamessou, dans ce papyrus, renseigne le fait que tous ces savoirs lui sont antérieurs. Rendez-vous compte, donc. Il y a même la découverte de l'os d'Ishango dans le Nord Kivu, qui renseigne encore davantage sur alors, je ne pense pas que tout cela puisse nous pousser à affirmer que ce soit l'Europe qui nous ait donné la civilisation. C'est plutôt le contraire. Nous allons passer même par la langue. Les langues occidentales émanent de l'Afrique. On va tout ce qu'ils ont émane de l'Afrique. Très bien. Cette longue introduction pour permettre à nos téléspectateurs d'être mieux fixés sur la qualité de la personne qui a décidé de se mettre face à eux pour répondre à notre questionnaire. Alors, nous entrons dans le fond de notre entretien de ce soir. Coco Bayua, c'est le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Question, l'Afrique a-t-elle réellement besoin d'une journée lui dédiée par le monde? Bon, depuis que le monde est monde, on choisit des journées au cours desquelles on va se remémorer des grands événements, des grandes, des grandes fêtes, comme par exemple en 1960, le 30 juin, chaque année, nous pensons à l'acquisition de notre indépendance. La date est donc importante pour que les futures générations puissent se remémorer d'une grande activité qui s'est passée dans le passé. Alors, concernant la date relative à la journée mondiale de l'Afrique, je pense aussi qu'elle est à même d'exister pour que quelle date puisse rappeler aux Africains qu'à un certain moment, les Africains se sont réunis, qu'il y a des grands penseurs qui ont voulu unifier l'Afrique, qui ont voulu devenir forts
pour créer une hégémonie africaine, les États-Unis d'Afrique, mais que malheureusement, ça n'a pas abouti, ça n'a pas réussi. Et aujourd'hui, chaque année, nous devons chercher des nouvelles, nous devons nous réunir autour d'une nouvelle thématique pour renforcer, pour renchérir cette pensée, pour créer les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, c'est un rêve, mais ce rêve doit devenir réalité parce que ce n'est que par ce moyen que l'Afrique se verra digne et grand dans les jours à venir. Voilà. Très bien. Alors, nous parlons du thème choisi pour cette année. Le thème est innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Ça vous inspire, je pense. Innovation et technologie. Pour l'égalité des sexes. Bon, du point de vue innovation et technologie, en ce qui concerne l'Afrique, dernièrement, j'entendais un monsieur qui disait que l'Afrique est en arrière en ce qui concerne la technologie et qu'il doit beaucoup faire pour se rattraper de l'évolution technologique qu'a connue le monde. Et là, il avait vraiment raison. Seulement, il se pose un problème aujourd'hui. L'Africain n'arrive pas à trouver des solutions, vous savez, des solutions durables sur les problèmes qui sévissent dans son pays, dans son continent. En fait, c'est parce que il ne se base pas sur sa culture. Vous voyez, il va chez autrui, il se base sur la culture de autrui pour résoudre le problème qui se passe dans son pays. C'est une mauvaise démarche, c'est une mauvaise procédure. Ce que l'Africain doit faire, c'est se reconnecter à son passé culturel. Et c'est dans sa culture qu'il trouvera les moyens de développer une technologie. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Il n'y a pas de civilisation sans culture. L'histoire enseigne que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui voudrait dire que le premier vivant serait africain. On peut dire que l'Africain a vécu sur Terre plus que les autres peuples d'autres peaux à travers la planète. C'est quoi la bonne raison pour laquelle l'Africain n'a pas suffisamment participé à l'aventure de l'esprit humain? Pourquoi l'Africain n'a pas doté le monde, la planète, des objets serviables pour l'humanité? Avions, voitures, trains, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Bateaux et consorts. Je dois avouer que cette question m'a quelque peu choqué. Mais bon, je rentre dans quelque chose choqué. Pourquoi? Parce que au regard de toutes les nouvelles informations qui nous ont été transmises par le grand Tchék Anta Diop, je pense qu'un Africain ne peut pas commencer à réfléchir de cette manière, mais je vais vous rencontrer. L'homme est sur Terre il y a 100 000 ans. L'homme Homo, qu'on appelle Homo sapiens, avant il y avait plusieurs hominidés. Nous sommes au niveau de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens s'est développé en Afrique pendant plusieurs années et a commencé à développer la science. Pourquoi? Parce qu'il était buté à faire, comment dire, à regarder, à observer la nature, et à l'issue de cette observation, il devait comprendre qu'à ça sert à ça, ça sert à ça. Plusieurs années après, il sait comment on calcule, vu l'os du Shango qui a été découvert en RDC. C'est à cette époque-là que les Africains, que le noir, je ne veux pas parler d'Africains, c'est le continent africain, c'est les noirs qui se sont développés, ont commencé à comprendre la science. À cette époque, je dois le rappeler, Mbutia Bwanakawa, l'homme blanc n'existe pas. Alors, l'Africain arrive sur la vallée du Nil, il y construit la plus grande civilisation du monde, l'Égypte antique. Il y construit des pyramides, il y construit, comment dire, le Sphinx déguisé que vous connaissez certainement. Il crée l'agriculture, il crée l'astronomie, l'astrologie, les systèmes d'irrigation. Tout ça, l'Africain a déjà développé ça dans l'Antiquité, s'il vous plaît. Et l'homme blanc, d'ailleurs, n'aime pas trop parler de l'Antiquité en termes de prouesse parce qu'il sait que toute l'Antiquité a été africaine. Ouais. Alors, l'Égypte antique était nègre. Je le rappelle encore, l'Égypte antique était nègre. Il y a plusieurs professeurs qui, au cours des dernières années, des professeurs blancs, ont démenti cela à travers leurs thèses, mais heureusement que Tchék Anta Diop, avec Nation Agriculture, a révolutionné le monde de la science en ce qui concerne l'histoire de l'Égypte antique. Et si l'Égypte antique était noire, cette question ne peut pas être posée, puisque c'est l'Égypte antique qui jusqu'à aujourd'hui reste la plus grande civilisation du monde, qui dépasse même la nôtre. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dendera, qui parle de
mystères cachés de l'Égypte antique. Est-ce que vous savez que, comme l'a dit, vous avez suivi Maître Gims qui parlait que la pyramide était... Oui, nous avons suivi sa thèse qui lui a valu beaucoup de problèmes en Europe. Voilà. On se demande pourquoi. Même dans la Bible, nous avons entendu parler des chars des pharaons. S'il y avait des chars, on suppose qu'il y avait quand même la technologie et tout ça. Alors, que doit-on dire? Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, ils ont ramené toute l'intelligence africaine et l'Africain est resté dépendant quasiment de l'Européen. D'aucuns penseraient même que ce sont les Israélites pris en captivité en Égypte qui ont aidé à construire des pyramides, etc. Parce que l'Africain lui-même n'avait pas ce savoir. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que l'Afrique, à l'époque, c'est déjà pas. Je pense qu'on doit se baser sur l'histoire et non sur la fiction littéraire, puisque la Bible est une fiction littéraire. Et l'histoire selon laquelle, c'est quand même fort, ça. L'histoire selon laquelle les Hébreux étaient en Égypte en esclavage, c'est faux. Ça n'a historiquement jamais été prouvé. Ce qui est vrai, c'est que le savoir égyptien de nos ancêtres a été transmis par les Grecs et les Grecs aux Romains. Et ce sont les Romains qui, par après, ont transmis les Grecs et les Romains. En 1600, lorsque comment on les appelle, les penseurs des Lumières, les frères des Lumières ont eu à se reconnecter au savoir qu'ont laissé nos ancêtres, c'est là que l'Europe a eu la possibilité de s'ouvrir au monde, ce qui a créé la modernité. Donc en fait, sur tous les points, l'Europe s'est basée sur les savoirs africains pour se développer. Et c'est une réalité incontestable. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas par les Hébreux que la science a été diffusée au travers le monde. Ce n'est pas les Hébreux qui ont construit les pyramides, qui ont d'ailleurs aidé les Égyptiens à construire les pyramides, puisque la période au cours de laquelle les pyramides avaient été construites, les Hébreux n'existaient même pas. Le peuple hébreu était inexistant sur la surface de la terre. Alors dire que les Hébreux ont aidé les Égyptiens à construire les pyramides, c'est une aberration. Moi, je pense que vous qui nous suivez depuis chez vous, vous avez vraiment intérêt à prendre vos calepins, vos stylos pour noter. Il est vrai qu'en quelques minutes seulement, vous n'allez pas tout comprendre de ce que notre intellectuel déverse ici, mais puisque vous avez des ouvrages, vous avez aussi l'Internet, vous pouvez faire d'autres recherches après, afin que ces savoirs deviennent vraiment un outil qui pourrait beaucoup vous aider demain et dans l'avenir. Alors, nous restons dans le thème. On parle innovation et technologie, mais on clôture la phrase en parlant de l'égalité de sexe. Je suis en train de me demander pourquoi l'égalité de sexe pose toujours problème en Afrique. Pourquoi ça prête à conflit, l'égalité de sexe? Je vais aller plus loin. Pourquoi l'homme blanc reste le modèle de l'égalité de sexe en parlant de la parité ou de l'émancipation de la femme, alors que l'Africain prétend être, lui, le premier enseignant des valeurs humaines dans le monde? Il y a cela plusieurs millénaires, Narmer, qui fondait la civilisation égyptienne, qui unifiait la Basse et la Haute-Égypte, avait pour premier ministre une dame. Alors, il y a de cela plusieurs millénaires, en Égypte antique, il y a eu une dame qu'on appelait Hatshepsut, qui a été pharaon. Vous avez certainement aussi entendu parler de Cléopâtre. Okay. Il nous est impossible d'aborder l'Afrique actuelle sans se référer à l'Égypte antique, puisque nous découlons de l'Égypte antique. Alors, lorsque vous faites le parallélisme avec les Blancs, c'est plutôt aberrant quand je pense qu'à l'époque, dans l'Antiquité, les Romains considéraient les femmes comme des choses. Et vous le savez mieux que moi. La femme n'avait aucun mot à dire à Rome. Et les Arabes aussi d'ailleurs. C'est cette même culture qui, jusqu'aujourd'hui, descend jusqu'en Europe et a pris place vers les années 1700-1800. Mais après, les Européens se sont rendus compte de tous les malheurs qu'ils ont fait subir à leurs femmes, ont commencé à réglementer. Mais ce n'est qu'en 1900, j'ai oublié encore la date précise, que la femme a commencé à avoir ce que je peux appeler une, comment dire, une attention particulière, une attention légale. La loi maintenant regardait la femme doit être considérée au même pied d'égalité que l'homme. Ce n'est qu'hier,
pendant que l'Afrique considérait déjà la femme il y a des millénaires. Vous voyez un peu. Et je sais que vous allez certainement aboutir aujourd'hui à l'Afrique actuelle, quand vous voyez que l'homme et la femme, les femmes ne font pas certains travaux que les hommes font. Pourtant, il faut savoir que la relation qui existe entre l'homme et la femme est complémentaire. On ne peut pas arriver à un niveau où nous allons dire que l'homme doit être égal. L'égalité là, c'est une manière de dire, c'est une, comment dire, c'est un langage. Au départ, ils n'ont déjà pas le même sexe. Ils n'ont déjà pas le même sexe, donc ils sont complémentaires. L'homme complète la femme, tout comme la femme complète l'homme. Nous ne devons pas évoquer une certaine égalité, puisque ce sera difficile qu'ils soient égaux. Avant de parler d'égalité, commençons d'abord par dire égalité des sexes. Ils ne sont pas homme-homme, il y a femme-homme. Alors, ce sera très difficile d'aborder ce sujet au regard de ces aspects des choses. Très bien. Toujours en rapport avec la date du 25 mai, le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé là-dessus. Il a fait un discours. Nous retenons une phrase magique, c'est une recommandation qu'il a faite aux Africains en disant « L'Afrique mérite la paix et la justice et doit pouvoir compter sur la solidarité internationale. L'Afrique mérite la paix et la justice et doit pouvoir compter sur la solidarité internationale. » Alors, il y a deux idées qui sortent de cette phrase. L'Afrique mérite la paix et la justice. Le secrétaire général des Nations Unies s'adresse à qui? Aux Africains qui doivent faire la paix, au reste du monde qui doit faire cadeau de la paix à la justice. Et comment vous comprenez cette démarche de sa part? La paix n'a jamais été un don. Il y a un dicton latin qui dit « Si vis pacem para bellum », si vous voulez la paix, préparez la guerre. C'est assez pertinent puisque déjà, notre pays ou notre continent est rempli de richesses. Et si les autres constatent que pour leur développement économique, technologique, et j'en passe, il faut recourir à l'Afrique ou aux richesses de l'Afrique par tous les moyens, alors je pense qu'ils ne vont, ces mots-là ne sont que des vains mots. Et que c'est à l'Afrique de, comment dire, d'intuire, de réfléchir. Surtout qu'on ne parle pas de la paix aux États-Unis, on ne parle pas de la paix en France. C'est devenu un concept riche en Afrique pour prouver que l'Afrique a vraiment besoin de la paix. Mais pourquoi? Vous savez, c'est comme on dit une affaire de petits enfants. C'est-à-dire on accorde une certaine pitié, une pitié mal placée. On est en train de vous faire souffrir, mais on dit il faut une certaine pitié envers ces petits enfants. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour dire qu'en parlant de la paix ici, nous caresse dans l'essence de poil. Donc, c'est une, comment dire, c'est une provocation tout simplement. C'est une provocation parce que la paix ne se donne pas, la paix se mérite. Et pour avoir la paix, il faut se battre. On ne donne pas la paix tant que nous avons des intérêts auprès de ce peuple-là où nous souhaitons la paix. Vous voyez un peu. Alors, si nous devons nous battre, ça sera contre qui et comment? Très bien. La première bataille doit être culturelle, historique. Nous devons nous connaître, nous devons connaître notre passé, nous devons connaître notre objectif, nous devons avoir un projet civilisationnel. Vous savez, je peux avoir un diamant, je peux avoir de l'or, mais si je ne sais pas à quoi ça sert, je n'en ferai rien. C'est une réalité. Si une personne, je vais donner un exemple, si une personne a un diamant, a de l'or, mais ne sait pas que c'est du diamant, c'est-à-dire il ne sait pas à quoi ça peut servir, c'est cher, il peut vous lui donner un pain, il mange. Lui, il a très faim, il demande un pain, rapidement il va manger, il vous donne un gros diamant et vous vous en allez. Mais vous, comme vous êtes conscient de ce qu'est le diamant, alors vous saurez c'est quoi avoir un diamant et vous allez faire profit, vous allez vendre. Pas un peu. Très bien. Alors, la deuxième partie de cette phrase qui dit « doit compter sur la solidarité internationale ». Quand il dit « doit », ça devient vraiment une nécessité. Alors, vous pensez qu'il a raison. Il dit « l'Afrique doit pouvoir compter sur la solidarité internationale ». Quelle solidarité internationale? Vous savez, il y a une vision selon laquelle aujourd'hui on appelle l'ordre mondial. Vous avez certainement entendu parler de ça plusieurs fois. L'ordre mondial, derrière l'ordre mondial se cache une idée occidentale. Cette idée, c'est quoi? C'est créer un gouvernement mondial, c'est-à-dire un gouvernement mondial à la tête duquel il y aura un président, un chef.
Alors, on veut qu'il y ait une culture internationale, une culture mondiale. Pourtant, c'est impossible. Parce que la culture ne peut pas être internationale, la modernité ne peut pas être internationale. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que la modernité, c'est l'effet d'un peuple, c'est l'évolution. Il y a certains termes que l'Occident évoque, c'est pour nous faire perdre le temps. Le développement durable, la modernité. Vous voyez, nous sommes dans un jeu de mots. Et curieusement, la souveraineté, on n'en parle presque pas. On n'en parle presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique. Ils sont conscients. Mais ce sont les Africains qui tardent à comprendre. Parce qu'en fait, ils sont bloqués. Ils ne sont pas bloqués de l'extérieur, ils sont bloqués de l'intérieur. Ils sont bloqués dans la tête. Vous voyez, ils sont bloqués dans les innovations, ils sont bloqués dans l'histoire, dans la culture. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas des projets civilisationnels qui pourraient les pousser à agir. Parce que lorsque vous avez un projet, vous voyez qu'une personne est en train de dérober ou de faire échec à votre projet civilisationnel, alors vous allez le combattre. Vous ne voudriez pas qu'une personne puisse facilement évincer ou faire échec à votre projet civilisationnel. Mais quand vous n'aviez pas ou vous n'avez pas des projets civilisationnels, tout ce qui vous sera fait, bon, on n'aura que la pitié pour vous. Vous voyez un peu. Voilà. Quand vous n'avez rien à faire d'une journée, un exemple patent, lorsque vous n'avez rien à faire, un ami vient vous prendre, on sort comme ça, on va comme ça, vous n'avez rien à faire de votre journée. Mais lorsque vous avez un programme bien établi, à 8 heures, je serai voir M. Bwanaukawa, à 10 heures, je serai, et une personne veut comment dire, est-ce que vous comprenez un peu la pertinence de cet exemple? Alors, Koko Bayoua, vous avez dit dans votre introduction que l'Afrique a besoin d'une journée pareille, une journée de réflexion, une journée de remise en cause, etc. Malheureusement, on constate que ces Africains-là ne connaissent même pas l'existence de cette journée du 25. Peut-être pendant que nous enregistrons cette émission, je peux affirmer que je suis l'un des rares, et ce ne sera pas surprenant que je sois l'unique journaliste qui organise un plateau pour parler du 25 mai aujourd'hui. Pourquoi l'Africain ignore tout, même des choses qui lui sont favorables? C'est juste qu'on n'en fait pas la promotion. C'est juste que la journée mondiale de l'Afrique ne fait pas l'objet des promotions. Ce que vous avez relevé est vrai. Lorsque vous parlez du 25 mai à une personne, ça lui rappelle plus la journée de Kimbanguiste, le 25 mai d'Ialungana, si j'ai bonne souvenance, mais pas la journée mondiale de l'Afrique, parce qu'en fait, il l'ignore complètement. On n'a pas fait assez de publicité autour de cette journée, et voilà, ça passe comme ça inaperçu. Merci de m'avoir anticipé. Vous avez parlé de la Noël Kimbanguiste, c'est la question qui suivait d'ailleurs. Oui. Et les Congolais surtout, ce qu'ils retiennent du 25 mai, c'est la Noël Kimbanguiste. Alors, ça devient un peu pathétique. Nous avons une Noël le 25 décembre, on fête Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, selon la Bible. Le 25 mai, on fête Noël Kimbanguiste. Et ça trouble un peu. Même ce matin, un jeune homme nous demandait, ben, c'est quoi? Est-ce qu'on a 2 Noëls par an ou qu'est-ce que vous comprenez de ça? C'est quoi la motivation d'avoir une Noël kimbanguiste, une autre Noël chrétienne et tout ça? Comment vous comprenez, vous qui êtes chercheur? Dans le temps, dans l'histoire, il y a eu un monsieur, il y a eu une entité, je ne veux pas parler en termes d'entité spirituelle, qu'on appelait Osiris. Alors, Osiris serait né un certain 25 décembre. Le mythe, bon, j'aimerais parler, l'histoire d'Osiris a été véhiculée à travers le monde jusqu'à atteindre les Perses. Alors, les Perses aussi créeront Sérapis, qui est né d'une vierge comme Osiris, qui est ressuscité d'entre les morts. Le cas d'Osiris était un mythe ou c'était une réalité? Racontez. Bien. Cette question-là est très, comment dire, pertinente. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre avec beaucoup de détails. En fait, lorsqu'on parle du 25, lorsqu'on parle d'Osiris, l'histoire d'Osiris n'est pas un mythe, mais est une manière de représenter la nature. Parce qu'en fait, en Égypte antique, il y avait un culte ésotérique et exotérique. Alors, lorsqu'on vous parle d'Osiris, qui est né le 25 décembre, qui 3 jours après, lors de la mort, 3 jours après, est ressuscité, résurrection et tout ça, la personne qui écoute cela pense que c'est une réalité. C'est une personne qui est morte, qui est ressuscitée 3 jours après. Mais en fait, c'était des termes que les Égyptiens utilisaient pour transmettre les messages aux petits-enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge d'apprendre l'astrologie. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des concepts astrologiques contenus dans
Mais Est-ce que vous pourquoi ça n'a comprenez? pas impacté dans la cosmogonie africaine? Ça, c'est le Si, problème. c'est parce que vous ne savez pas, ça a impacté. Parce qu'avant que l'homme blanc ne vienne, avant la colonisation, il y avait chez nous en Afrique, au Royaume Congo par exemple, le Kimpasi, le Kinkimba, Bwelo, Lemba. C'était des sociétés secrètes où on apprenait des informations, on apprenait l'astrologie, l'astronomie, tout ça on n'en parlait pas. On n'en parle pas pourquoi? Parce que notre système éducatif est européocentrique. Les enfants ne savent pas qu'il y avait Kimpasi, ils ne savent même pas que le terme passion, lorsqu'on parle de la passion du Christ, émane de Kimpasi, Pasi, Ok. ils ne savent pas tout Alors, ça. vous étiez en train de développer une thèse, vous disiez que l'Europe a copié l'Égypte. L'Égypte, En exactement. parlant de- L'Europe a copié l'Égypte, on a créé Sérapis, après Sérapis, on a créé Dionysos, un certain 25 décembre, il est né. Après Dionysos, on a créé Mitra, et aujourd'hui, juste après le dernier même, le dernier fils de Jésus-Christ qui a été créé le 25 décembre. Quelle coïncidence! 5 divinités qui seraient nées le 25 décembre. En fait, vous allez comprendre que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est juste une représentation qui a été tirée de l'Égypte, mais mal comprise. C'est en fait des réalités astrologiques qui ont été contenues dans ces concepts-là que Avant de d'aucuns continuer, vous ne voulez dire comprennent au pas. départ que nous ne devons déjà pas fêter ce 25 décembre Mais comme la fête de notre Sauveur. Ancêtre Bouanakawa, comment fêter le 25 décembre dans un pays laïque comme la République démocratique du Congo? Est-ce que vous trouvez ça normal? Notre pays est laïque. Très bien. Quel rapport Si- maintenant avec la Noël kimbanguiste? Quel rapport? Si notre pays est laïque, je pense qu'on ne peut pas fêter le 25 décembre des chrétiens. Sinon, on devrait aussi rendre le 25, parce qu'on a férié. Vous savez ça, le 25 décembre était une journée chômée. Chômée. Mais comment est-ce que le 25 décembre peut être une journée chômée et payée dans un pays laïque? Ça n'a pas de sens. Alors, l'église kimbanguiste s'est aussi référée seulement à ces modes de pensée pour créer le 25 mai. Ouais. Ils se sont référés à ce mode de pensée chrétien pour créer eux aussi une journée au cours de laquelle leur sauveur serait né. Donc, en fait, ça remonte à l'Égypte antique. Ça remonte à l'Égypte antique et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extraordinaire où Dieu serait né le 25 décembre. Non. Ce qui est caché derrière cette réalité, c'est juste un concept astrologique. C'est ça la vérité. Très bien. Les origines bantoues des langues africaines. Je suis tombé sur cet ouvrage inédit, on doit dire, et je découvre que vous en êtes l'auteur. À lire, ne serait-ce que l'intitulé, on se rend compte que vous êtes dans une démarche qui vise à faire accepter au monde que les langues occidentales ou européennes tireraient leur source de la société bantoue. Je ne sais pas si je l'ai dit mieux ou si c'est vous qui avez les mots. Bon, c'est-à-dire les langues occidentales émanent des langues bantoues. C'est-à-dire les lexiques des langues occidentales se sont constitués au travers des lexiques des langues africaines. Premièrement parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout vient de l'Afrique. Quand on parle du berceau, on parle du début, on parle de la source. Alors quand on voit un bébé, on se dit voilà le berceau de ce bébé, c'est-à-dire même la connaissance de ce bébé-là, le mode de pensée lui vient de ce berceau. Alors la science, l'astronomie, l'astrologie, tout, même la linguistique, la langue, vient de l'Afrique. Ce n'est pas seulement moi qui le dis au travers de mes recherches, mais même plusieurs savants de bonne foi qui ont dit qu'en fait, même, c'est l'Afrique qui a tout donné au monde. Je cite par exemple Melon Zeitou. Dans son ouvrage, il raconte, il nous fait part d'une anecdote. Alors il dit ceci. Lorsqu'il était en voyage aux États-Unis, il a échangé avec une dame blanche qui lui aurait dit que non, monsieur, j'ai lu un ouvrage qui parlait de l'origine des langues et dans cet ouvrage, j'ai découvert que les conclusions ont été africaines, c'est-à-dire que s'il existe une langue de laquelle toutes les langues du monde émaneraient, cette langue devait avoir une connotation bantou, donc devait être une langue bantou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Melon Zeitou qui révèle cette information au travers de son livre Les sources bantoues du latin. Voyez un peu. Je pense que nous avons besoin d'un plateau spécial pour parler en profondeur de ce que moi je peux appeler une thèse que nous devons défendre ces jours-là. Exactement. Parce que ne pensez pas que les Africains vont prendre ça facilement. Je peux donner un exemple parce qu'on peut, en disant comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour dire ça? Je vais donner 4 ou 5 exemples. Lorsque nous avons le terme sentiment,
en français. Le mot sentiment. Ok, c'est l'expression du cœur. Je pense que M. Bouanakawa développe un certain sentiment pour cette dame. Vous voyez un peu, voilà une expression du cœur. Mais en fait, le terme sentiment français n'existerait pas sans le terme ntima du Kikongo, qui veut dire le cœur. Il n'y a pas de sentiment de cœur sans préalablement avoir le cœur, qui veut dire ntima Kikongo, le cœur. Vous voyez un peu. Alors, aussi, il y a une autre expression en Kikongo qui dit si intima, mettez-y du cœur, si intima, ce qui en français va créer sentiment, sentiment. Je prends un deuxième mot, tamboula. En Kikongo, tamboula veut dire marcher. Mais lorsque nous évinçons la lettre T, il nous reste amboula. Amboula veut dire une marche. Et lorsque nous ajoutons le marqueur temporel pour faire l'infinitif, ça devient ambulare. Ambulare veut dire marcher, se déplacer. Et ça créera en français ambuler, ambulance. Donc à chaque fois que vous allez utiliser le terme, à chaque fois que vous allez utiliser le terme ambulance, ambuler, rappelez-vous qu'il est un terme qui vient du lexique africain. Ça vient de tamboula. Je prends un autre mot que vous utilisez certainement chaque jour. Sala. Quand on dit salarié en français, salarié, il est salarié. Ça veut dire quoi? Une personne qui est rémunérée au travers du travail qu'il est en train de faire. Mais il n'y a pas de salarié, de personne qui est rémunérée sans le travail. Sans travail, il faut préalablement travailler pour être salarié. D'où l'antériorité du terme sala, Kikongo, vis-à-vis de salarius, latin. Parce qu'on dit que salarié émane de salarius latin. Mais salarius là émane aussi de Kikongo sala. Si nous évinçons le suffixe rius, vous voyez un peu sala qui veut dire le travail. Je vais vous ajouter un autre mot. Peut-être le dernier. Peut-être le dernier, mais je vais voir les Grecs. J'ai seulement abordé le latin, je vais voir dans le lexique grec. Pneuma. Pneuma créera en français. Pneuma veut dire âme. En grec, veut dire âme ou respiration. Et pneuma va créer en français pneumonie. Vous savez, la maladie du cœur, du poumon, voilà. Alors, la pneumonie ou pneuma vient des pema, du Kikongo, la respiration, l'âme, pema nabiso. Vous voyez un peu. Pour terminer, je prends un terme hébreu, samba. Shabbat. Shabbat, c'est un terme hébreu qui a créé le sabbat aujourd'hui, le samedi. Mais en fait, Shabbat veut dire en même temps la prière en hébreu et samedi. Mais ce terme-là, Shabbat, a un ancêtre africain. C'est un ancêtre Congo qui veut dire samba. Parce que samba veut dire prière en Congo, samba, sambila, qui devient en lingala sambela. Samba veut dire la prière et samba veut aussi dire dans une autre démarche 7. Sambu adi. Samboadi, quand on dit Samboadi, ça veut dire le 7e jour. Vous voyez, mais le 7e jour de la pensée. Et pour terminer, c'est très intéressant. Quand on dit Samboadi, le suffixe adi, c'est ce suffixe qui va créer en Sambu 7, adi veut dire jour, mais c'est ce suffixe qui va créer dies. Adi, dies qui devient le jour, c'est adi là va créer day en anglais. Waouh! Est-ce que vous comprenez? Très bon à entendre. Je pense qu'on peut confirmer une fois que les Africains ont beaucoup contribué à l'aventure de l'esprit humain. Nous sommes presque à la fin, cher Bayouwa. La journée du 25 mai, si tout ne dépendait que de votre décision, comment aimeriez-vous qu'elle soit célébrée au regard de toutes les révélations que vous nous faites là? La journée du 25 mai, comment, si moi j'avais toutes les possibilités? Oui. Journée mondiale de l'Afrique. Oui. Comment vous aimeriez qu'elle soit célébrée? Cette journée doit être une journée au cours de laquelle l'Africain doit se reconnecter avec son cas, c'est-à-dire avec son esprit, avec sa réalité. Si cette journée avait fait l'objet de beaucoup de promotions, comme je le voulais, c'est-à-dire que tous les médias puissent en parler, c'est-à-dire que toutes les chaînes de télé invitent des gens qui vont parler de la culture, qui vont parler des conditions qui ont mené à l'élaboration d'une organisation de l'Union ou de l'unité africaine, l'OUA à l'époque devenue l'ancêtre de l'UA. Alors, les enfants vont s'intéresser à l'histoire africaine, les enfants vont apprendre chaque année en ce qui concerne l'Afrique, et je pense qu'à un certain niveau, ils ont un background qui leur permettra d'être autonomes scientifiquement, qui leur permettra d'être leur propre modèle et ne pas singer chez les autres, de ne pas créer ce qu'on appelle le suivisme qui plus tard devient pathologique. Et on pense que pour avoir le salut, il faut regarder vers l'Occident. Pourtant, pour avoir le salut, il faut regarder vers soi, car chacun de nous
est son propre sauveur. Voilà ce que je peux dire quant à ça. Coco Bayua, une question, peut-être la dernière. Pourquoi toutes ces choses ne sont pas apprises à l'école? Toutes ces choses ne sont pas apprises à l'école pour la simple et bonne raison qu'elles ne font pas partie de la vision européocentrique. Vous voyez, eurocentrique en d'autres termes. Alors, la vision eurocentrique veut que les Africains puissent concevoir ou puissent avoir un œil européen. C'est-à-dire, il faut que l'enfant africain ou tous les Africains puissent concevoir le monde comme eux. Et si vous concevez le monde comme les Européens, vous ne pouvez pas faire une révolte guerrière contre les Européens, puisque vous avez le monde pensé que. C'est ce qui fait en sorte que vous aimez leur pays. Si vous devez choisir un pays préféré dans votre vie, c'est un pays occidental. Si vous dites la ville la plus belle, votre ville des rêves, c'est une ville occidentale, en fait, c'est parce que vous êtes dans le paradigme occidental. Votre réflexion est dans le paradigme occidental parce que ces paradigmes occidentaux émanent du système éducatif. Ça part de la programmation. Qu'est-ce qu'on a dit à l'enfant? On vous a appris? Et nous, on nous a appris d'aimer l'Europe. Et dans tout ça, comment vous voyez l'avenir de l'Afrique? On termine par là. Comment je vois l'avenir de l'Afrique si les choses continuent sur la même démarche, c'est-à-dire nous avons une vision européocentrique, mais c'est le chaos, c'est le mal. Mais seulement, vous allez constater que ces dernières années, les Africains ont développé une volonté de puissance, de vouloir connaître. Et la volonté de puissance commence par l'acquisition des connaissances, connaître qui nous sommes. Il y a de cela 10 ans, les gens étaient profondément endoctrinés par les religions dites révélées, par tout ce qu'on leur disait par l'homme blanc, jusqu'au point où, pour vérifier si une information vous transmise est authentique, il faut recourir à l'homme blanc. Donc, quand on vous dit une chose, c'est comme maman. C'est vrai, donc on rentre chez l'homme blanc. L'homme doit avoir affirmé pour savoir si cette chose est vraiment aujourd'hui. Ça commence à baisser, ça commence à s'évincer, à disparaître. L'homme africain reprend sa place, d'abord scientifiquement, parce que au regard de toutes les documentations qui ont été apportées dans le monde scientifique africain, je cite Cheikh Anta Diop, je cite Théophile Obenga, je cite Kalala Omutunde, tout cela, plusieurs encore, Kokolo Bola, qui nous aide activement dans la connaissance des mystères africains, toutes ces personnes qui dépensent leurs énergies pour que l'Afrique s'élève, contribuent à l'évolution de l'Afrique. Et sur ce chemin-là, je vois une Afrique digne et glorieuse les jours à venir. Merci. Merci beaucoup, Coco Bayua dit Vezolo. Il est temps que l'intelligence africaine serve l'Afrique et que les Africains croient à leurs intelligences. Comme nous croyons à Cheikh Anta Diop, à Mouba Bingue Bilolo, à Nissé Ondimba, à Théophile Obenga, à Lobola Loilondo, à Norbert Yamba Yamba Choukou. Ils sont très nombreux, très nombreux ces Africains qui se battent. Même ceux qui sont déjà morts, il a cité Kalala Omutunde, il y a des Marcus Garvey, il y en a plusieurs. Il y a Fumu Kimbangu, il faut reconnaître Mbuta Lumumba, il faut reconnaître Kimpavita et tout le monde. En tout cas, ça peut donner des larmes à ceux qui ont vraiment de la passion pour l'Afrique. Ainsi donc, je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a fait ces beaux travail. Merci également à vous, peuple congolais, qui avez eu l'occasion de nous suivre. Merci à ceux qui organisent le travail au sein des Téléplus, Jean-Marie Kassamba, Nadim Kassamba, Shadrach Kazadi. Merci à vous qui avez accepté de répondre à notre questionnaire aujourd'hui. Et puisque vous le voulez bien, bonne fête de l'Afrique en ce jour du 25 mai 2023. Nous nous revoyons à la place à l'invité de la fois prochaine. Bye bye. Merci.